bonjour et bienvenue à ce midi, alors qui est consacré à un livre, le dernier en date, ou presque le dernier, parce qu'avec Henri, on ne sait jamais, je ne vous le présente pas, Henri Laurence, c'est Les crises d'Orient, donc la naissance du Moyen-Orient. Bon, c'est un bouquin qui va donc de 1914 à 1949, et où tu abordes beaucoup de questions, alors d'un point de vue strictement historique, c'est-à-dire que c'est une chronologie où il y a une mine d'analyse et d'informations. Et puis, évidemment, de manière sous-jacente, il y a toute une série de problèmes que tu évoques. Et il y a, à un moment donné, tu évoques, en passant assez vite, parce que ce n'était pas son sujet directement, tu évoques à quel point la question des frontières, on a tendance à la simplifier aujourd'hui, en disant, bon, c'est d'une manière simpliste, c'était terme, que de penser qu'au fond, les problèmes d'aujourd'hui sont liés, ou en tout cas sont très dépendants de ce qui s'est passé. Alors moi, la question que je te pose, c'est finalement quand même, si on prend les États qui sont créés à cette époque-là, dont tu vas parler, qui seraient, moi j'appellerais ça l'espace Sykes-Picot, c'est-à-dire Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak et puis la Palestine, Israël-Palestine, on a quand même le sentiment que les grands problèmes de cette époque, c'est-à-dire les questions des frontières, mais c'est presque secondaire ça, la question de l'État, la question de la nation, la question du nationalisme, toutes ces questions, au fond, qu'on a essayé de traiter à l'époque, dont tu parles, beaucoup d'analyses, beaucoup de détails, on a l'impression qu'aujourd'hui, ces questions sont toujours pas réglées. Si je prends la question irakienne, ou la question palestinienne, ou même la question libanaise par rapport aux Syriens. Donc au fond, ma première réflexion, ça serait ça. Comment tu vois cette période autour de la question de la construction des États? Tu as toute une analyse sur la construction de l'État, et tu ajoutes la construction de la nation. Alors, il y a eu construction d'État au sens d'appareil, mais est-ce qu'il y a eu vraiment une construction de nation? Est-ce que c'était possible? Voilà un peu mes deux questions, mais j'en ai plein d'autres si tu veux après. Oui, ouais. Bon, évidemment, enfin, ça explique une fois pour toutes, il faut le laisser aux poubelles de l'histoire, c'est San Remo, qui est date symbolique, avril 1920, qui définit à peu près le contour, et la carte de San Remo est très loin de la carte Sykes-Picot. Donc, ce qu'on appelle Sykes-Picot est en général San Remo. Sans oublier le dialogue Clemenceau-Lloyd-George. Voilà, mais c'est l'application. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est un point de pinaillage. La question la plus essentielle, c'est que si les Français et les Anglais ont tracé les frontières, moi je dis les Arabes ont colorié la carte. C'est-à-dire que très vite, c'est émergé, enfin dès le départ pratiquement, des pouvoirs centraux qu'on peut appeler de façon symbolique Jérusalem, Beyrouth, Damas, Bagdad, et que ces pouvoirs centraux se sont donnés comme mission pour eux-mêmes de prendre le contrôle du territoire et de la population. Et donc, l'histoire des mandats, c'est l'histoire de ces élites au pouvoir qui sont à la fois en collaboration et en confrontation avec les puissances mandataires selon les moments. Sinon, on ne comprend pas l'histoire de l'Irak, je veux dire en particulier, parce que le Bagdad, il est à la fois avec les Anglais et contre les Anglais en fonction des différentes étapes du processus. Et en réalité, ces frontières ont très, très vite fonctionné. Alors évidemment, elles ont été un peu poreuses dans le désert, dans la Jésirée, c'est-à-dire la vallée de l'Euphrate. Les Français n'ont pris vraiment le contrôle de la totalité de l'espace de l'Euphrate que vers le milieu des années 1920. Et les Britanniques, de la même chose, ils n'ont pris vraiment le contrôle de l'espace du vilayet de Mossoul, de l'autre côté, que vers 1925-1926. Parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Mais très vite, la notion qu'ils sont des Syriens, des Libanais, des Palestiniens, elle s'est créée. On le voit très bien dès les années 30. L'Irak importe des enseignants palestiniens et syriens à Bagdad pour enseigner dans les écoles modernes de la monarchie hachémite. Et ces enseignants sont traités d'étrangers par les Irakiens. Et le moment, à la limite, si tu veux, ce qui montre combien l'enracinement de la carte de San Remo est fort, c'est les Palestiniens. L'arrivée des réfugiés palestiniens en 1948 fait que il faut bien distinguer ces réfugiés de ceux qui sont des habitants locaux, qui sont des Syriens, des Libanais ou des Irakiens ou des Égyptiens. Et donc, ils sont définis comme des étrangers.
Et donc cette carte de San Remo, en 20 ans, elle s'est enracinée. Alors le reste, c'est du blabla et de l'épate, comme l'a fait Daesh, en symboliquement détruisant un poste frontière, mais tout en maintenant le poste de douane, parce qu'ils n'étaient pas fous. Les gens savent qu'ils sont irakiens, qu'ils savent syriens, qu'ils sont libanais, et ils ne sont pas interchangeables. Et c'est tout le problème que les Occidentaux ont du mal à comprendre, c'est que les Arabes ne sont pas des gens interchangeables. Et on dit, bah, ce sont des gens, ils ont la même langue truc, on va les déplacer, on va mettre 1 million de Palestiniens là-bas, ils seront chez d'autres Arabes, ils seront heureux. Ben non, ça ne marche pas. Les Palestiniens sont Palestiniens, les Syriens sont Syriens. Et quand tu parles des Palestiniens, tu te situes donc... À partir de 48. À partir de 48, mais entre... Mais ça fait 25 ans à peine. Oui, bien sûr, mais au prix de quoi? Au prix... c'est tout de même la confrontation avec le sionisme qui, très largement, à mon sens, fait cette identité palestinienne. Elle existait déjà avant. Parce que tu racontes, enfin, tu expliques dans ton livre beaucoup de choses sur la position de Faisal, par exemple. Le moment intéressant du royaume arabe de Faisal, c'est au printemps 1920 jusqu'à Maïsaloun. La revendication de Faisal dans son royaume comprend la Palestine. Et est-ce qu'en Palestine, on est, disons, les notables, parce qu'on parle des notables là, est-ce qu'ils sont en faveur de ce royaume de Faisal? Autrement dit, est-ce qu'on aurait pu imaginer, alors c'est difficile pour un historien de dire ça, mais une autre histoire, s'il n'y avait pas eu la bataille de Bessaloun, est-ce que la conscience syrienne aurait finalement gagné ceux qui habitaient la Palestine, et en particulier le nord de la Palestine? C'est ma question. C'est tout l'enjeu 1919-1920 et l'enjeu syrien. Quand Faisal et ses compagnons, avec ses officiers anglais qui l'accompagnent et qui le conseillent, ils arrivent à Damas, ils sont considérés comme des étrangers. Ils sont des bédouins pour l'aristocratie sunnite. Donc, ils vont dire, nous, on est Syriens, on est des civilisés, vous, les Arabes, vous êtes des sauvages, des barbares, des bédouins. Alors, Faisal et ses compagnons, on ne sait pas qui trouve la formule, va définir, et c'est qui va devenir la règle générale pour l'ensemble des Arabes, la formule à double entrée. Il va dire, je suis le chef de la nation arabe syrienne. Al-Umma Souriya el-Arabiya. Et à partir de ce moment-là, on va distinguer une identité arabe, qui est une nation, Umma. Ça s'installera progressivement dans le vocabulaire politique à partir de l'entre-deux-guerres, et une Umma qui est divisée en peuples, Charb. Et alors, pour les Palestiniens, la question s'était posée d'autant plus que cette proclamation franco-britannique de novembre 1918, dans laquelle il dit « dans les pays syriens libérés ». On accorde le droit. Alors, la question est de savoir si la Palestine fait partie de la Syrie libérée. Donc, ils vont se mettre sur la position syrienne. Et ils vont dire, ils sommes sur la Syrie du Sud. Tu veux dire que c'est purement tactique, c'est pas ressenti? C'est un moment qui fluctue. Parce qu'on est dans un moment très court, en fait. Oui, on parle du premier semestre 1920, là. Oui, mais si on revient un peu en arrière, il faut bien comprendre que si tu fais la strate des pouvoirs au Proche-Orient à ce moment-là, tu as une aristocratie, grosso modo sunnite, oui, qui est devenue, à la fin de l'époque ottomane, une aristocratie de service. C'est-à-dire que ses membres soit exercent les magistratures locales, par exemple les Husséinis ont la charge de mufti à Jérusalem, soit ils servent l'Empire ottoman. Ils peuvent se retrouver inspecteur général de l'éducation en Albanie ou Kaïm Makam d'Erzurum à la frontière caucasienne. C'est des gens qui servent l'Empire. Et cette aristocratie, elle tient son contrôle dans une relation avec le pouvoir ottoman. C'est-à-dire, d'un côté, elle sert l'Empire, mais de l'autre côté, l'Empire leur reconnaît leur autorité sur place. Et cette aristocratie, en 18, clac, il n'y a plus d'Empire. Ils n'ont plus que leurs forces locales. Et arrivent face à eux ces gens de la révolte arabe qui viennent du Hejaz et qui utilisent le vocabulaire du nationalisme arabe. Et donc, quand tu es un Husseini de Jérusalem,
Tu dis, je suis palestinien parce que je ne veux pas me faire gouverner par ces goduluraux qui viennent du Hejaz. Si tu es à Damas, si tu es à Beyrouth, etc., c'est la même chose. Et de l'autre côté, tu as les jeunes qui appartiennent à la même famille, mais qui sont les jeunes, qui sont les branches cadettes, comme par exemple Benjamin El Husseini. Eux, ils se disent, nous sommes arabes, parce que c'est le moyen aussi d'accéder au pouvoir. Donc, tu vas avoir une tension entre ceux qui vont dire nous sommes syriens, nous sommes palestiniens, et éventuellement aussi nous sommes libanais, mais dans un autre contexte, et ceux qui disent nous sommes arabes. Et la formule clé va être définie pour les Palestiniens en décembre 1920 au 3e congrès d'Haïfa, dans lequel ils vont dire nous sommes des Arabes palestiniens. Et à partir de ce moment-là, ils vont refuser le terme Syrie du Sud, que les Anglais voudront réintroduire en 1937 dans les plans et en 1947 dans les plans de partage, et que le gouvernement de Damas, jusqu'à aujourd'hui, continue d'utiliser. Si tu es allé à Damas à une bonne époque bassiste, on disait, mais la Palestine, ça n'existe pas, c'est la Syrie du Sud. Bien sûr. Mais quand on parle de nationalisme et de nation, à mon avis, il y a un élément important, c'est la capacité d'un leader, on le voit par exemple avec Mustafa Kemal, de rassembler un peuple et surtout une armée. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est, dans un combat de ce genre, qui est essentiel. Or, tu expliques très bien que Faisal, au moment de ce fameux semestre 1920 qui se termine à Messaloun, il essaie de monter une armée. Et tu donnes des chiffres. Tu dis il voulait avoir 20 000 hommes, ce qui ne paraît pas considérable. Encore, je ne me rends pas compte par rapport à l'époque. Et finalement, tu dis qu'il en a 3 000. C'est ça. Alors, comment tu expliques s'il y avait vraiment un mouvement national, tu vois, ancré très fort, eh bien, on le verrait par la construction d'une armée. Et j'ajouterais aussi un autre élément, un peu différent, mais du même type sur les armées. C'est que tu le situes à plusieurs reprises, tu évoques les troupes coloniales. Et nous sommes quand même dans une époque où la répression qu'on va voir en Syrie notamment, elle est faite de l'armée française, mais en fait ce sont des Sénégalais, ce sont des Marocains. Et des Vietnamiens. Et des Vietnamiens, il y a aussi des Algériens, bref. Donc c'est les troupes coloniales. Donc c'est quand même assez fascinant de voir qu'il y a une difficulté à construire une nation, enfin une armée qui serait le fer de lance d'un mouvement national avec Faisal, et en même temps la répression elle est conduite par les troupes coloniales. Tu vois ce que je veux dire? Oui, la question nationale, dans ces années-là, aussi bien au Machrek qu'au Maghreb, évidemment, elle est quand même, de ce point de vue-là, assez fragile. C'est une question que je te pose, tu vois, de toute façon, il faut un empire, il faut une armée coloniale, sinon ça ne marche pas. Le problème, oui, les Américains... En termes de conscience d'appartenance, tu vois, c'est quand même... Non, mais ils avaient une conscience militaire. Ouais. Les soldats coloniaux sont restés fidèles jusqu'à la fin aux empires qui servaient. Ensuite, ils ont pris le pouvoir dans les pays qui... Général Oufkir, il a été un brillant baroudeur de l'armée française en Indochine. L'armée française d'Indochine a été composée en partie de Marocains, de Sénégalais et d'anciens de Waffen-SS. Parce qu'on célèbre ça, on célèbre actuellement l'anniversaire de Dien Bien Phu. Mais il faut bien savoir qu'une grande partie de l'armée française d'Indochine, elle n'était pas française de souche. Hein. Bon, les officiers étaient français. Bien sûr. Mais l'armée britannique que tu vois, c'est l'armée impériale. Ce sont les troupes indiennes et ce sont des Anzacs. Bien sûr. C'est-à-dire Australiens et Néo-Zélandais. D'ailleurs, les Australiens ont laissé de terribles souvenirs dans la région, dans les deux guerres. Dans le film de Youssef Chahine, Alexandrie, pourquoi tu as les désordres que les soldats australiens font dans les rues du Caire? C'est resté dans la mémoire collective de la région. Non, mais il faut... Un empire, ça suppose une armée coloniale. Oui, alors je reviens à ma question, mais pourquoi Faisal? Comment tu expliques il n'a pas d'argent. Cet échec de Faisal? Uniquement des questions d'argent, tu crois? Il n'a pas d'État derrière lui. Oui. Mustafa Kemal, il a gagné parce qu'il avait un État. Bien sûr, bien sûr. Il avait hérité de l'Empire ottoman, de l'armée ottomane, d'un corps d'état-major, d'une structure politique clandestine. Parce que, bon, soyons honnêtes, même s'il a fait une rupture verbale, il a hérité de toute l'infrastructure du Parti jeune turc. Bien sûr. Et donc, avec ça, il a encadré la population anatolienne
Et il a pu reconstituer des armées. Et en plus, il avait reçu de l'argent et des armes des bolcheviks. Mais Faysal, il n'a rien. Les armées arabes, c'est rien du tout dans cette période. Il faut penser qu'au maximum de la guerre de 49, pour Liban, Syrie, Jordanie et Égypte, on ne dépasse pas 30 000 soldats. En 1949, alors en 1920. Alors, ce qui est le mode traditionnel de combat dans la région, ce sont les bandes, les Essabat. Donc, ce sont des bandes paysannes armées, parce que tous les paysans sont armés, et qui font de la guérilla. Bon, c'est eux c'est à quoi l'armée française se bat en 1920, et elle se bat encore en 25-26, enfin dans la révolte des Druzes, la grande révolte syrienne, ce sont des bandes. Quand tu évoques toutes ces questions, tu parles le plus souvent, pas toujours, des élites, des notables, ce que tu viens d'évoquer à nouveau à l'instant. Et si on prend les structures sociales de l'époque, tu prends les citoyens, entre guillemets, lambda, quel est leur ressenti? Est-ce qu'ils se sentent appartenir à un pays en constitution, ou est-ce qu'ils sont simplement, se sentent arabes, ou ils se sentent musulmans? Quel est leur rapport à l'identité? Et puis, un deuxième élément qui est assez classique dans les théories du nationalisme, c'est-à-dire la capacité de communiquer. Autrement dit, est-ce qu'on est dans des sociétés qui sont très lettrées? Quel est le niveau d'alphabétisme et d'analphabétisme? Et quel est aussi, c'est très important, le niveau de communication? C'est-à-dire, comment les gens peuvent se sentir en train de construire un nous à travers des moyens de communication qui seraient les transports, qui seraient la lecture de journaux ou je ne sais quoi. Mais cet élément de communication est fondamental pour créer du lien. Les gens qui habitent dans les marais du côté de Bassora n'ont pas forcément conscience d'être le même nous que ceux qui habitent, par exemple, à Bagdad ou à Suleymaniye, a fortiori à Suleymaniye. Qu'est-ce que tu penses de cette question? Tu sais, bon, il y avait, pour l'écriture, tu connais l'adage. Les Égyptiens écrivent, les Libanais impriment et les Irakiens lisent. Mais ça veut dire qu'ils savent lire, là. Oui, oui. Alors, bon, les taux d'alphabétisation de mémoire, il faut d'abord faire une différence par communauté. Au début de la période, la disproportion entre chrétiens et musulmans est considérable. En moyenne, on ne tient pas compte des Coptes, mais pour le reste, en moyenne, les hommes chrétiens doivent être alphabétisés entre 60 et 80%. Les femmes chrétiennes doivent être à l'ordre de 40 à 50%. Quelle époque, précisément? Au début des années 20. Des années 20. Tandis que dans les populations musulmanes, l'alphabétisation doit être de l'ordre de 20 à 25% pour les hommes et moins de 5% pour les femmes. Et tu ne différencies pas les villes des campagnes? Là, c'est les chiffres globaux. Globaux, oui. Ensuite, les structures de société. L'enseignement secondaire est majoritairement tenu par les missions catholiques et protestantes. Bien sûr. Les seules universités du Proche-Orient sont des universités missionnaires, c'est-à-dire le Syrian Protestant College à Beyrouth et l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Il faut arriver ensuite à la création de l'Université du Caire vers 1925. C'est la vraie, pas la première, mais la seconde, la vraie, qui est créée au milieu des années 20 par le roi Fouad Ier, etc. Donc, alors, si tu prends le niveau de vie par tête d'habitant avec la croissance démographique qu'il y a et le fait que l'entre-deux-guerres n'est pas une période de grande prospérité économique pour des tas de raisons, entre autres à cause de la crise des années 30, le niveau de vie par tête d'habitant dans la région est à peu près stagnant entre 1920 et 1945. En revanche, en indice de développement humain, il n'y a rien à voir. Parce que, d'abord, tu as une montée de la scolarisation, tu as la création d'universités, et puis surtout, tu as les transformations fondamentales, l'arrivée de la radio, à partir du début des années 30, les disques, le cinéma, qui devient parlant, et ainsi de suite. Et puis, les questions de communication n'ont plus rien à voir. Quand tu es en 1910 et que tu veux aller de Beyrouth à Bagdad, le truc le plus simple, c'est de passer par le canal de Suez.
Tandis qu'en 1930, tu prends une voiture et tu traverses le désert. Trace, ouais. Et tu es en gros de Beyrouth à Bagdad en 48 heures. Ouais. Et non pas à 3 semaines. Donc, pour ta question de ton habitant des Marais, disons un habitant de la région de Basra, Bagdad ou Beyrouth, c'est très loin en 1920. C'est tout proche en 1945. Dès la fin des années 30, avec les premières liaisons aériennes entre capitales arabes. C'est-à-dire que là, on ne se compte plus qu'en heures. Donc, tu as un raccourcissement fantastique des communications et l'arrivée des modes de diffusion de masse. Et du coup, l'imprimé va devenir secondaire. Tu sais très bien que le nasserisme n'est pas pensable sans la radio. Bien sûr. Et le nasserisme, c'est une idéologie de l'oral. Mais c'est beaucoup plus tard, ça, tout de même. Ça commence à partir des années 50. Les années 50, on parle des années 20, oui. Mais pour te donner... une génération, oui, d'accord. Pour te donner le fait en une génération et demie, tout est... que c'est la radio qui va être l'élément unificateur. On a retrouvé le même phénomène pour le monde arabe dans les années 90, avec l'arrivée des télévisions satellitaires, qui, de nouveau, ont remis en contact les populations. Alors, en restant sur le même... Après, je vais laisser la parole à d'autres questions quand même. Mais juste une question encore. En restant sur la même thématique, mais cette fois-ci, on est du côté des Kurdes. Les Kurdes, on leur a promis des choses au moment du traité de Sèvres. Et puis, tout est balayé. Et puis ensuite, ils sont dans l'attentisme pour savoir quel sera l'arbitrage de la SDN s'agissant du vilayet de Mossoul. Et on a l'impression qu'ils ont été à chaque fois oubliés, marginalisés. Et on a eu un référendum, je parle du Kurdistan irakien, là, un référendum, c'était il y a 2 ans, qui donnait, je ne sais plus, 90%, 95% de volonté d'indépendance par rapport à l'Irak. Et j'étais au Kurdistan irakien il y a quelques semaines, et je suis arrivé par Souleymaniye sans rencontrer le moindre officier irakien. Donc si on a l'impression qu'il y a une espèce de continuum, de Sèvres à aujourd'hui, sur la question au moins du Kurdistan irakien. Alors, comment est-ce que tu peux nous rappeler au fond le destin du vilayet de Mossoul qui a fait pour les Kurdes en général, le problème c'est que là où ils étaient les plus importants numériquement et éventuellement mieux organisés, c'était en Anatolie. Et là, ils ont fait cause commune. Ils ont fait cause commune avec les Turcs pour une raison très simple, c'est parce qu'ils avaient massacré les Arméniens ensemble. Et qu'ils avaient disposé des biens des Arméniens. Et donc, la grande peur chez les Kurdes d'Anatolie, c'était que les Alliés demandent le retour des propriétés des Arméniens. Ça, c'est un phénomène majoritaire, parce que j'ai lu ce que tu disais dans ton bouquin, c'est majoritaire. C'est des chefs. Oui, les tribus sont... C'est les chefs qui ont raflé les biens des Arméniens, et donc ils ne voulaient pas les rendre. Éventuellement aussi, rendre aussi les filles. Donc ils étaient complètement déconnectés de l'idée d'un État kurde, alors. Oui, non, mais ils se ralliaient au nom de l'islam à Mustafa Kemal, parce qu'il y avait quand même le génocide derrière. Pour Mossoul, tu as un paquet de tribus. Tu n'as pas encore de force organisée, tu as des chefs tribaux qui, de temps à autre, essayent d'être le chef au-dessus des chefs, mais tu n'as pas encore de conscience politique, de mode d'organisation. Tu n'as pas de PKK à l'époque. Hein. Ni du PK, ni de... Ce sont des chefs tribaux qui négocient, etc. Et puis, à l'époque, les Kurdes, ils avaient servi l'État ottoman. Il y avait beaucoup d'officiers de l'armée ottomane qui étaient des Kurdes. Et pour eux, passer... à l'armée des nouveaux États arabes, ça ne posait pas de problème particulier. Si tu prends le cas de l'Irak, c'est quand tu as commencé à avoir des tensions avec des autonomismes kurdes à la fin des années 20, surtout au début des années 30, que tu as commencé à avoir une distinction entre Kurdes et Arabes. Mais avant, dans la société ottomane ou autre, les Kurdes, ils allaient ils allaient à l'armée ottomane, ils sont allés à l'armée irakienne. Tu as eu quand même, au moment de la conférence de Paris, un représentant kurde, le général Sherif Pacha. Oui, justement, c'était un général de l'armée ottomane. De l'armée ottomane, mais qui est là comme ottoman et qui se métamorphose, si j'ose dire, en kurde. Mais ça ne correspond à rien sur le Mais il envoie quand même un mémorandum à la conférence de la paix. Oui, parce qu'il parle français, parce qu'il a été... Parce qu'il était éduqué en France, etc. Mais n'empêche qu'il donne un mémorandum qui est assez intéressant. Mais il réclame un État... Il ne correspond à rien sur le terrain. Et en même temps... Alors, pour la Syrie, comme je te l'ai expliqué,
les Français ont mis du temps, ce qui est normal, à tenir la Jésirée. Parce que, et d'ailleurs, toute la Jésirée jusqu'au départ des Français, enfin, jusqu'en 1945, a été gérée directement par l'armée française et non pas par les autorités civiles. Et le problème, c'est que comme les frontières sont encore poreuses, elles sont en train de s'établir avec la Turquie, et que tu as la grande répression anti-kurde de la fin des années 20 dans le régime kémaliste, tu as les Kurdes qui descendent. Alors que le traité de Lausanne devait les protéger. Il y avait quelque chose sur les minorités dans l'État kurde. Et donc, à ce moment-là, vont s'installer une part des Kurdes anatoliens en Jésirée. Et c'est tout le problème d'aujourd'hui, parce que les gouvernements syriens successifs ont refusé de les reconnaître comme Syriens. D'où le fameux problème qu'ils étaient bidounes, c'est-à-dire sans nationalité, à partir du recensement syrien de 1961. Et c'est Bachar, en 2011, qui leur a accordé la nationalité. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les Kurdes ne se sont pas vraiment fêtés avec le gouvernement de Bachar depuis 2011. Alors les Syriens nationalistes arabes reprochent aux Français d'avoir laissé entrer ces étrangers en Syrie. Et puis la même chose, il y a eu aussi des chrétiens anatoliens qui sont arrivés en Jésirée. Alors ensuite, à l'administration française, j'ai trouvé un document extraordinaire. Je l'ai trouvé en Syrie, enfin, je l'ai envoyé aux archives. Ils sont maintenant à Nantes. C'était le recensement agricole de la Jésirée syrienne fait par les autorités françaises au début des années 30. Alors, tu avais la population de chaque village, la population par communauté de chaque village et le cheptel par communauté. Donc, tu savais que les chrétiens nestoriens avaient en moyenne 3 chèvres et demie, tandis que les musulmans sunnites avaient 4 chameaux, 3. C'est un document extraordinaire. Quand l'administration française s'y met, on a recensé jusqu'au moindre mulet, le moindre âne, etc. Bon, cela dit, sur le terrain, c'était des Russes blancs qui faisaient le travail. Bon, j'ai une dernière question, après je laisse la parole à ça, parce que sinon je sens qu'il y a une impatience montante. Mais tu dis à un moment donné dans ton bouquin, il faut quand même poser une question que tu qualifies d'irritante. Question irritante, c'est le rôle des grands hommes. Et alors tu évoques Abdelaziz Ibn Saoud. Alors quel élément de réflexion tu peux faire sur au fond le rôle de... Quels sont ces grands hommes pendant cette période, on va dire des années 20 quoi. Parce que il y a Mustafa Kemal sans doute, il y a Ibn Saoud, Faisal, oui, non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de cette question irritante que tu te poses à toi-même dans ton bouquin? C'est toujours la même chose quand tu fais de la sociologie, tu dis les hommes sont presque interchangeables. Bien sûr, c'est un classique. Le problème, c'est, pose-toi la question, qu'est-ce que serait l'histoire de France si le colonel de Gaulle avait été tué en mai 1940? Et là, quand tu fais du contrefactuel, tu commences à être très embêté. Et dans le cas de... Là, tu te retrouves avec Ibn Saoud. Ibn Saoud, si ce gars-là n'avait pas existé, il n'y aurait pas probablement un État saoudien aujourd'hui. Bien sûr. Puisqu'il est parti à partir de zéro. Littéralement zéro. Sa dynastie était perdue. Il n'avait plus que 10 compagnons à Koweït en 1895. Et il prend Riyad en 1902. Voilà, avec quelques personnes. Donc, ça, c'est la question irritante. Alors, les historiens te disent, oui, les grands hommes, ça peut exister à partir du moment où les situations sont de plus en plus instables. Donc, plus la situation politique est instable, plus la marge d'importance d'activité des acteurs devient forte. Je veux dire, tu ne peux pas avoir de général de Gaulle aujourd'hui parce qu'il partirait à la retraite à 52 ans après avoir fait 4 campagnes au Tchad et au Mali dans l'opération Barkhane. Je veux dire, pour avoir un général de Gaulle, il faut 2 guerres mondiales. Ben Saoud, c'est la même chose, etc. Bon. Et tu crois que Faisal avait une... Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu manipulé par les uns et les autres, qu'il est balancé, ballotté. Quel est ton sentiment sur Faisal? Parce que c'est quand même un personnage central, toute cette histoire. C'est un personnage complexe, parce que d'abord, il est bédouin, mais sans lettres, parce qu'il a quand même été éduqué à Istanbul.
il connaît le français, Oui. parce que le français est la langue courante à Istanbul au début du XXe siècle. Il a même une nourrice française, ou en tout cas une nana française d'une certaine Madame Pro, dont on n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Et puis bon, il arrive à 12 ans dans le Hejaz en 1908, enfin à 15 ans, et son papa l'envoie chez les Bédouins pour se former le caractère, etc. Et puis donc, il devient député au Parlement ottoman, d'office, puisqu'on n'avait quand même pas procédé des élections. En 1919, on le balance au Centre des relations internationales mondiales à la conférence de la paix. Et du coup, il discute avec Orlando, Wilson, Clemenceau, etc. Bon, ça fait quand même un tas de périodes. Alors, évidemment... Surtout que Clemenceau n'en veut pas. Ils ont tout fait pour le laisser à Marseille. Et donc, en 1920, bon, oui... Mais par contre, il a compris la leçon et il veut construire un État irakien. Et il construit un État irakien. Et on a cette confidence, il trouve que les Irakiens sont des barbares et des sauvages, et que quel mal de chien ils se donnent pour les civiliser et créer un État. Il écrit ça un peu avant sa mort, en 1933. Mais c'est lui le créateur de l'État irakien, incontestablement. Donc, il y a deux Faisal, hein. Il y a le Faisal jusqu'à 1921. Et puis donc du royaume arabe avorté. Oui, et puis l'homme, le créateur de l'État. Et d'ailleurs, tous les Arabes de l'époque l'adorent. Je veux dire, sa mort en 1933, qui est une mort prématurée, il fumait comme un pompier. Enfin, il fumait 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour, donc c'est pour ça qu'il est mort. Sa mort prématurée, c'était un traumatisme pour toute la région, parce que il était vraiment l'idole arabe au début des années 30. Son frère Abdallah avait quand même envie d'être calife à sa place, non? Bah, c'était l'inverse. Il avait piqué la place d'Abdallah. Ouais. C'était Abdallah l'aîné. Oui, mais il a essayé il a tout fait pour essayer de rattraper le temps perdu, quoi. Bah, Abdallah, il pensait avoir le trône d'Irak, et puis c'est son frère cadet qui l'a eu. Ouais. Et donc... Et tu dis qu'il a été mis à l'essai. Oui. Sur la Transjordanie, j'aime bien la formule. On a mis un roi à l'essai, c'est ça, de 6 mois, c'est ça? Oui, et avec préavis. Avec préavis de licenciement. Il a eu un CDD, quoi. Ça a été tangent, hein. Ouais. Bah, il faut quand même laisser... Oh, maintenant, on s'arrête. Voilà, après ces quelques questions, c'était un hors d'œuvre. Vous avez la parole. Du côté économique. Est-ce que vous voulez? Il y a un micro quelque part. On va prendre 2-3 questions et puis on y va. Le modèle économique, c'est rapide si vous voulez. Attendez, vous pouvez poser d'autres questions parce que modèle économique. Modèle économique, c'est noté. Ok. Monsieur, allez-y. Dans la période que vous étudiez dans votre livre, 1849. 1449. Est-ce que les États-Unis sont présents dans cette région-là? Qu'est-ce qu'ils font? Et comment ils s'expriment? Puisque 6 ans après 49, on a cet événement majeur, c'est-à-dire la crise de Suez, qui est un basculement stratégique de grande importance. Voilà. Troisième question, puis tu prends la parole. Je voudrais simplement revenir sur la question, en fait, identité et frontières, qui est une notion centrale dans tout ça. L'identité, à l'époque, vous ne pensez pas que l'identité était attachée à des villes. Par exemple, en Palestine, celui qui vient de Haïfa, de Jaffa, de Akka, de Safad, etc. En Syrie, pareil, c'était Beyrouth, c'était Damas et Alep. Même encore au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, cette identité est restée toujours. Or, les frontières étaient toujours très floues, vraiment très floues. En tout cas, les frontières ont créé une nouvelle profession dans la région, c'était celle de contrebandier. Et de douanier, puisque avant ils étaient tous dans l'Empire ottoman, donc ils ne pouvaient pas faire de la contrebande. Donc c'est la création des États, c'est-à-dire à bout d'un certain temps, quand vous devez obligé de traverser la frontière, vous sentiez qu'il y a une différence entre Libanais, Palestiniens, Syriens, et il y avait des accords de bon voisinage qui définissaient les passages de frontières. Et la grande question était en effet pour Beyrouth d'imposer son autorité à Saïda, à Tripoli, etc. Pour Damas, c'est encore plus difficile
d'imposer son autorité sur Alep, Hama, Homs. Pour Jérusalem, c'était d'imposer son autorité sur Haïfa, Jaffa, Hébron, Naplouse, et Bagdad, d'imposer son autorité sur Mossoul et Basra. Et ça, c'est toute la période que je décris, même largement au-delà. Pour les questions économiques, on est encore en 1914, évidemment, sur le modèle colonial, l'échange des matières premières contre produits manufacturés, d'autant plus qu'il y a les capitulations qui imposent pratiquement une limitation des droits de douane. Donc, alors la fiscalité ottomane est une fiscalité qui repose essentiellement sur la terre. Alors, tout l'entre-deux-guerres est une révolution fiscale gigantesque qui est que, pour l'ensemble de la région, les gouvernements vont progressivement diminuer l'impôt foncier et transférer la ressource fiscale sur les douanes. Et donc, à partir des années 40, la principale ressource de l'État n'est plus l'impôt foncier, mais les douanes. Et en même temps, il y a un projet d'industrialisation qui est derrière, puisque on fait de l'industrialisation par substitution des importations. Les Américains, bon, ils existent peu, enfin, ils sont présents dans la région sous forme de missionnaires, et ils sont très populaires, l'université américaine de Beyrouth, etc. Le problème avec les missionnaires américains, c'est qu'ils enseignent en anglais, et que tout le monde se précipite pour prendre les cours en anglais, pour filer ensuite à Ellis Island et devenir des citoyens américains. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des anglophones comme on fait des francophones, parce que les francophones, ils nous mettront du temps pour arriver en France, ils viendront plus tard. Les vrais Américains, voilà, la puissance américaine, elle doit arriver d'abord les années 30 avec les compagnies pétrolières. Ils sont à 23-75% dans l'Irak Petroleum Company, et puis ils prennent une série d'accords dans les pays du Golfe, et la création de ce qui va devenir l'Aramco en Arabie Saoudite. Mais l'arrivée massive des Américains, c'est la Seconde Guerre mondiale, et ils arrivent par le Golfe, et pas par la Méditerranée. Parce que le grand enjeu stratégique, au moment où les Américains entrent en guerre, c'est la survie de l'Union soviétique. Et comme les Anglais et les Russes ont occupé l'Iran à l'automne 1941, les Américains s'installent dans le Golfe et construisent ce qu'on appelle le corridor persan, c'est-à-dire une voie d'alimentation en ravitaillement d'armes, munitions, camions, canons, tanks, etc., à destination de l'Union soviétique, avec des usines de montage. C'est un truc absolument extraordinaire. On fait des usines de montage à Koweït, à Basra, etc., dans tout le Golfe. Et donc, les cargos américains arrivent, on monte sur place, et ensuite, par camion, on fait partir vers la Russie, ou par train, puisqu'il y a quand même le transiranien. Et donc, il y a 30 à 40 000 Américains dans le Golfe en 1943. 1944, ce qu'on appelle le commandement du Golfe Persique, et les historiens militaires américains appellent ça le commandement oublié, le Forgotten Command, parce qu'on ne signale jamais l'existence de ces dizaines de milliers d'Américains qui sont dans le Golfe. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, la perception américaine de la région, elle est venue par là, c'est-à-dire par le Golfe et non pas par la Méditerranée. On prend... Madame, allez-y, vous avez le micro, profitez-en. Je voudrais revenir sur la question kurde qu'avait posée M. Chagnolot. Ce général qui était à la conférence, qui se serait transformé en kurde. Ma question, c'est de savoir, vous avez dit qu'il n'y avait rien sur le plan matériel, mais tout de même, Saladin était kurde. Il y avait quand même une conscience d'une certaine kurdité, d'une culture kurde. Plus tard. Mais Saladin, c'est... Donc... Non, mais là, vous faites de la rétro-histoire. Le problème des Kurdes, les empires, surtout les empires anciens, gouvernent par négociation. Et la zone de peuplement kurde qui va du Caucase jusqu'à Mossoul et au-delà, c'est la zone frontière entre l'Empire ottoman et les empires perso-iraniens, si on veut dire. Et donc les deux empires gouvernent ces régions par le biais de chefs kurdes. Et tout ça, ça ne pose pas de problème
particulier puisqu'on est dans un monde classique de pouvoir, que nous appelions un peu féodal, mais enfin, c'est du gouvernement indirect. Et puis, à partir du 19e siècle, vous créez des États centralisés avec des télégraphes, etc. Et à ce moment-là, vous commencez à dire au chef machin truc, toi, tu dois obéir, et quand on envoie un télégramme de Constantinople, tu dois faire ce qu'on t'ordonne de faire. Et à ce moment-là, donc, on commence à intégrer les Kurdes dans l'État. Et c'est tout le problème, c'est que ces gens-là, jusque-là, ils se gouvernaient eux-mêmes, tout en reconnaissant l'autorité de Shahin Shah qui était à Téhéran ou du Padishah qui était à Istanbul. Simplement, on change les règles du jeu. Et eux, ils sont encore un peu trop archaïques en 1920. Pour jouer les nouvelles règles du jeu, il faudra quelques années après. Là, ils commenceront à avoir le discours, les méthodes, etc. L'idée de construire un État, et ainsi de suite. Mais en 1920, c'est trop tôt. Même si c'est pensé, comme j'évoquais tout à l'heure, par ce personnage qui vient... Oui, mais combien de fusils, comme dirait le camarade Mao? Combien de bataillons, oui. Mais c'est intéressant de voir qu'il le pense, quoi. D'autres questions? Ah oui, il y a un monsieur qui... En plus, on va donner la priorité à monsieur parce qu'en plus, il est coincé derrière l'écran. Et pour regarder l'écran quand on est derrière un écran, c'est pas facile. Donc, on va vous faire cette fleur. Je vais essayer un peu de... Bonjour, je vais essayer un peu de faire le lien avec l'actualité, notamment la guerre en Syrie. Dans la période que vous exposez, jusqu'à 1949, est-ce qu'on pourrait trouver des facteurs principaux qui expliqueraient aujourd'hui l'empressement des anciennes puissances coloniales, essentiellement la France et la Grande-Bretagne, pour, comment dire, leur va-t-en-guerre aujourd'hui contre la Syrie, mais pas que, contre la Libye, etc. En gros, est-ce qu'il y a discontinuité, ou on peut trouver des racines historiques qui expliqueraient le comportement des anciennes puissances coloniales aujourd'hui dans la guerre de Syrie? Non, je crois simplement qu'on est dans le vieux dilemme habituel, c'est-à-dire si vous ne faites rien, vous êtes des salauds, si vous faites quelque chose, vous êtes des impérialistes. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, j'avais monté un colloque avec les gens du Hezbollah à Beyrouth, c'était en 2003, donc oui, c'était il y a 15 ans. Et on m'avait donné comme communication l'Europe et la Palestine. Alors, pendant 20 minutes, j'ai tracé toute la liste des turpitudes européennes sur la Palestine depuis les croisades jusqu'à aujourd'hui. Et puis je leur ai dit, maintenant, vous voulez qu'on intervienne? Alors là, ils étaient embêtés. Donc, de règle générale, si vous voulez voir l'actualité, on est pris dans le dilemme, soit vous faites rien, donc vous êtes des salauds qui laissent des populations se faire massacrer, soit vous faites quelque chose et vous êtes des affreux impérialistes qui... Je voudrais juste prolonger la question en revenant à la période. Il y a quand même deux moments terribles dans les relations entre la France de l'époque et la Syrie. C'est Messaloun, évidemment, dont tu as parlé, et puis ensuite, c'est le bombardement de Damas. On fait deux fois, on bombarde deux fois, en 26 et en 45. Oui, mais enfin, en 26, c'est tout de même, c'est avec Saraï, et c'est quand même deux moments qui sont assez proches, Messaloun et Damas, c'est 5-6 ans d'écart, et ça a dû quand même traumatiser les élites syriennes, non? Enfin, surtout en 45, c'est les événements de juin 45 qui ont vraiment laissé une marque... C'était pas drôle, mais les Français ont artistiquement dit que la gros de la répression, c'était la faute aux Sénégalais et aux... Saraï a quand même été rappelé, ça veut dire il avait quand même une on a fait et le Tcherkess. Ouais. Parce que les troupes de choc de la répression française en 26, c'était évidemment les Sénégalais et les Tcherkess. Les troupes coloniales, quoi. Pas les Tcherkess, c'était des locaux. Oui, non, mais je parle des autres, des Sénégalais, bien sûr. Voilà. Tcherkess, Tu sais, j'ai toujours une pensée émue à ces pauvres Sénégalais en 1941 sur le Golan, quand les Sénégalais de gaullistes se sont battus contre les Sénégalais vichistes. Sur le Golan, alors toi, t'es pour De Gaulle ou t'es pour Pétain? Bien. Derrière, Monsieur, là... Allez-y.
Merci. Deux choses. Est-ce que, pour reprendre la question posée par notre ami ici sur les Américains, est-ce que déjà en 1917-18, est-ce que les Américains n'étaient pas déjà intéressés par cette région dans la mesure où ils n'étaient pas tellement pour les histoires de mandat, puisqu'effectivement, alors je crois que c'est le président américain qui avait envoyé une délégation en disant que les peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas à cette date-là Alors pour vous répondre brièvement, je dis encore une fois, il y a les missionnaires américains, et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'aristocratie, ce sont des WASP. Ce n'est pas les petits bouseux du Sud comme aujourd'hui. C'est des gens de la Nouvelle-Angleterre qui appartiennent à la meilleure société américaine, et donc ils ont leur introduction dans tous les pouvoirs. Et alors, pour eux, ils avaient deux grandes zones qui étaient tenues par les missionnaires américains. C'était l'Anatolie parce qu'ils encadraient les Arméniens, et donc le génocide arménien a été terrifiant pour eux parce qu'ils ont tout perdu. Et donc, ils avaient une haine terrible des Turcs à cause de ça. Donc, ils avaient une université, enfin, ils avaient une école, un collège à Istanbul, qui est maintenant l'université du Bosphore, qui est l'héritage des missionnaires américains, qui est l'université la plus prestigieuse de Turquie. En Syrie, donc, enfin, Syrie-Liban, il y avait tout le réseau autour de l'université américaine. Alors, ils étaient hostiles aux Français, parce que les Français, ils étaient tenus par les catholiques. Et donc, évidemment, donc ils étaient favorables au nationalisme arabe. Donc, vous avez le paradoxe culturel de l'entre-deux-guerres et au-delà, qui était que le nationalisme arabe était pensé et rédigé en anglais par des nationalistes arabes à l'université américaine, tandis que le syrianisme et le libanisme étaient enseignés à l'université Saint-Joseph par des pères jésuites qui s'exprimaient en arabe. Les publications de Saint-Joseph, enfin Saint-Joseph continue à publier en arabe, ce que n'a jamais fait l'université américaine. Donc on n'a pas des idées. Alors, ces missionnaires, ces fils de missionnaires, ces petits-fils de missionnaires, ils sont là, donc ils naissent à Beyrouth. À 18 ans ou 20 ans, on les renvoie au pays natal pour faire leurs études et de rester américains. Et puis ensuite, ils reviennent travailler dans la région. Ils parlent évidemment l'arabe, ce qui fait que quand les compagnies américaines pétrolières commencent à arriver à partir des années 30, ils ont besoin de cadres qui parlent l'arabe, qui connaissent la région, et donc ils prennent des enfants de missionnaires. Et puis ensuite, durant la Seconde Guerre mondiale, les officiers politiques, c'est-à-dire l'OSS, c'est-à-dire l'ancêtre de la CIA, c'est des enfants de missionnaires. Les missionnaires n'ont pas d'enfants. Protestants. Protestants. Ouais, ils ont fait beaucoup d'évangéliques, qui nous posent problème aujourd'hui. J'aurais une deuxième question, si vous permettez. Vous disiez donc que San Remo, c'était la création, en fait, des États. Là, on s'était mis un peu d'accord dans l'ensemble. San Remo, on finalise. Comment se fait-il, malgré cela, que... alors, je ne parle plus de Faisal, puisqu'effectivement, il était déjà en Irak, mais jusqu'à 35-36, au Liban, les sunnites, et en particulier Salah, étaient plutôt en faveur d'une union syro-libanaise, c'est-à-dire d'une grande Syrie, et qu'il a fallu, malgré la puissance du mandat, imposer cet État libanais non seulement aux chrétiens, aux maronites, mais également aux sunnites, dont Riyad Salah. Alors, vous avez, pour la création du Liban, c'est un autre sujet. Il faut rappeler que vous aviez un Mont-Liban autonome et le reste qui était province ottomane. Et donc, la création de l'État du Grand Liban, c'est mettre en relation deux entités qui sont différentes. Donc, vous avez des hommes qui représentent soit la montagne, soit le littoral. Même chez les chrétiens, entre Béchar el-Rouri et Raymond Ndé, Émile Ndé, vous avez la différence entre le Jabal et le Sahel. Et ensuite, pour les élites sunnites, il y avait deux problèmes. Premier problème, c'est que, comme je l'ai dit, l'aristocratie était au service de l'État. Bon, maintenant, c'est l'État, c'est les Français.
Donc, ils ne vont quand même pas perdre le contrôle de l'État. Donc, ils ont des visées sur l'État, cette aristocratie sunnite. Et puis, il y a l'idée que finalement, certes, il y a des possibilités que Tripoli repasse à la Syrie, mais que Beyrouth s'est râpé. Que Beyrouth, ça restera au Liban. Et donc, à partir de ce moment-là, les notables de Beyrouth, ils comprennent que leur avenir, c'est dans l'État libanais, et pas dans la Syrie. Et c'est ce que fait Riyad el-Sol à partir de 1936, etc. Alors que paradoxalement, dans la période antérieure, c'était plutôt les notables de Tripoli qui étaient au service de la France. Les gestionnaires, par exemple, de Tripoli, étaient dans la mécanique mandataire. Alors qu'après, on va voir les Karameh, etc., qui vont jouer la distance par rapport à Beyrouth. Allez-y, question suivante. Haris. Ça marche, Haris, t'inquiète. Merci. Merci beaucoup pour tout votre travail. On vous remerciera jamais assez. La première chose, j'ai 3 remarques sur ce qu'on vient de dire, et particulièrement par rapport à la Syrie et aux Kurdes. Par rapport à la Syrie, même au-delà de la Syrie, disons, parlons de l'identité. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais quand même, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance. Quand est-ce qu'un Syrien a commencé à sentir qu'il est Syrien? Ça date d'assez loin quand même. C'est-à-dire, moi je suis d'origine syrienne, mon grand-père avait vraiment, et je ne suis pas du tout très jeune, avait tout à fait un sentiment qu'il était syrien. Donc, moi je pense qu'il faut très souvent, avant tout plutôt, pas très souvent, regarder du côté du peuple, comment les peuples se sentaient. Ce grand-père disait que, voilà, nous les Syriens, on prend des oranges de la Palestine et on leur envoie du blé et du coton. C'était ça dans les années 30. Alors, le sentiment de l'arabité. Le sentiment de l'arabité est né tout simplement, à mon avis, de citoyennes françaises et syriennes. C'est né tout simplement parce qu'il y avait un sentiment, sous l'Empire ottoman, un sentiment d'arabité qui a rassemblé. Vous posez beaucoup de questions à la fois, donc oui. Je vais seulement continuer ma réflexion. Et non, puis mais c'est moi normalement qui réfléchis ici. Parce que, par exemple, par rapport aux Kurdes, les Kurdes n'ont pas eu de problème en Syrie qu'à partir de l'arrivée du parti Baas. C'est même pas le papa, c'est même pas le père Assad. C'est le parti Baas qui a créé ce sentiment étriqué de l'arabité. Alors qu'avant, excusez-moi, les Kurdes étaient dans le Parlement. Il y avait Brahim Hanano qui était un nationaliste. Les Kurdes étaient dans le Parlement syrien pendant toute la période démocratique en Syrie. Cela ne veut pas dire que les Kurdes ne sont pas comme tous les peuples, c'est-à-dire qu'ils ont, dans des démocraties, qu'ils ont le droit aussi de décider de leur... J'essaie de répondre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, voilà. Merci Raïs. Oui. De mémoire, c'est le recensement de 1961 en Syrie qui crée la catégorie des bidounes concernant les Kurdes. Donc, c'est 2 ans avant l'arrivée du Baas au pouvoir. Alors, évidemment, il faudrait revenir sur des longues périodes de durée historique. D'abord, l'identité, ça existe d'abord dans le regard de l'autre. Et pour les Ottomans, à l'époque classique, avant le 1800, bon, oui, quand on passait le Taurus, on arrivait dans quelque chose de bizarre qui s'appelait l'Arabistan. Et on parlait l'arabe, et c'est vrai que l'arabe a été utilisé comme langue de culture, de pouvoir, de tout ce à l'intérieur de l'espace ottoman. Ce qui n'est pas le cas pour les autres langues à l'intérieur
de l'Empire. Donc ça, c'est une première réalité. La seconde réalité, c'est que les gens se définissaient classiquement à l'époque ottomane, jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, par leur religion et par leur lieu d'habitation ou par leur profession. Il suffit de voir les noms. On est à Haddad, on est Koutsi, etc. Et de toute façon, ce qui comptait le plus, c'était l'appartenance religieuse. Et quand des Ottomans mettent au point un système moderne avec des cartes d'identité, on est tout simplement citoyen ottoman de telle religion. Et il n'est pas question que le mot arabe, syrie, irakien, etc. D'où la différence qui se situe entre l'Égypte et la Tunisie d'un côté, qui sont des provinces qui se sont séparées de l'Empire au XIXe siècle, et dans lequel il y a un appareil d'État qui pousse à la création d'une nation tunisienne et d'une nation égyptienne. Dans les provinces arabes, l'appareil d'État, il pousse à une définition purement ottomane. Alors, évidemment, si vous prenez l'horizon 1900, tout le monde sait qu'une partie de l'Empire est peuplée d'Arabes et l'autre partie de Turcs. C'est un phénomène récent. Cela dit, les Arabes, ces gens qui appartiennent dans les provinces arabes, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils sont en dehors de l'identité ottomane. C'est-à-dire, donc, ils peuvent être libanais, descendants éventuellement de Phéniciens. Ils ont découvert ça parce que les Français ont trouvé les Phéniciens. Donc, les Libanais ont découvert qu'ils étaient des Phéniciens. Avant, ils ne savaient pas que ça existait. Ils peuvent être syriens parce que, si vous voulez, dans la vision classique arabe, tout ce qui est antérieur à l'islam n'a pas vraiment d'importance. Et donc, voilà que ces insupportables Européens viennent chez vous, font des trous et vous donnent 3000 ans et quelques d'histoire de plus. Du coup, on a nos ancêtres les Syriens qui étaient à Ebla, qui étaient... Enfin bon, on trouve des tas de monuments syriens, on a Palmyre, on a Bosra, etc. Donc il faut avaler un paquet de millénaires d'histoire supplémentaires. Donc il y a des gens qui disent on est Syriens. Il y a les gens qui disent on est Palestiniens. Et ça, on commence à le dire à la fin du XIXe siècle. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a aucun appareil d'État qui pousse à ça. Ce sont des discours. Et puis, brusquement, tous ceux qui étaient du discours avant 1914 se coagulent pour dire maintenant, vous faites partie des États. Et donc, il faut que vous définissiez l'identité de la population qui sont à l'intérieur de ces États. Et il faut que vous décidiez de choisir une nationalité, une langue, un héritage, un patrimoine, tout ça en quelques mois, et à la fin d'une structure politique qui a été créée en 1517, puisque c'est l'arrivée des Ottomans au Proche-Orient. Et donc, 4 siècles d'histoire viennent d'être balayés, et que vous devez décider si vous êtes libanais, syrien, palestinien, arabe, ou arabe syrien, ou arabe libanais, enfin, tout ça. C'est ça le problème de ces gens à la sortie de la Première Guerre mondiale. Alors, tant qu'on va se mettre toujours dans le problème Sykes-Picot, San Remo, etc., en mettre la faute aux Européens et tout ça, c'est vrai qu'il y a une responsabilité européenne, mais on ne prend jamais en compte le choc intellectuel et moral de la destruction d'une structure politique qui avait 4 siècles d'existence dans la région et le choix d'une nouvelle identité politique, et raciale et ethnique. Bien sûr, mais c'est ça qui est fondamental. Mais le découpage des enveloppes territoriales, davantage, va sommer les populations de choisir. Ah oui, il faut choisir, absolument. Mais alors, ensuite, tu auras des étapes successives. Les Palestiniens du Nord, qui faisaient partie du wilayat de Beyrouth jusqu'en 1918, ils ne se sentaient pas palestiniens en 1920. Ils vont le devenir en 1937. Ceux de Naplouse étaient beaucoup plus attirés vers Damas. Hein. Ils vont devenir palestiniens en 1937 parce que c'est eux qui vont lancer la révolte palestinienne. Excusez
Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec cette partie de votre analyse. Mais on a une deuxième session la prochaine fois. Une dernière question Ben, vous avez posé une question, je vais vous laisser. Monsieur, je vous la redonne si on a encore du temps, mais il y a des gens au fond qui n'ont pas eu la... Oui. Allez-y, monsieur. Oui. C'est pas de la censure, mais c'est pour laisser la parole à tout le monde. Justement, pour faisant suite justement à ce que vous disiez à l'instant, qu'est-ce qui a motivé Sykes et Bicot à créer des pays, des frontières sous forme de pays, plutôt qu'une seule frontière? Après tout, une zone d'influence française et une autre britannique aurait suffi, peut-être. Mais c'est ça, Sykes-Picot. C'est ça, oui. C'est pas San Remo. Oui. Ce qu'on a intercalé entre Sykes-Picot et San Remo, ce sont les mandats. Et ça, c'est décidé au printemps 1919 à Paris. Ouais. Tu devrais peut-être rappeler d'un mot, parce que quand on dit Sykes-Picot, il y a en quelque sorte Sykes-Picot et la révision. Le dialogue Lloyd George Clemenceau, tu peux t'en rappeler, c'est important, je trouve. Donc, il y a différentes étapes. Donc, il y a une division en zones d'influence qui intègre un ou des États arabes, dit le texte de Sykes-Picot. Donc, il y a bien la notion de création d'États arabes, mais à l'intérieur de systèmes d'influence française et britannique. Ça, c'est Sykes-Picot, qui n'a jamais été appliqué. Ensuite, vous avez Lloyd George et Clemenceau en décembre 18. Alors, donc, Clemenceau, il arrive et il dit à Lloyd George, parce qu'il veut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la rive gauche du Rhin, qu'est-ce que tu prends? Et Lloyd George dit la Palestine. Et Clemenceau, d'accord. Quoi d'autre? Et alors, Lloyd George dit Mossoul. Et Clemenceau dit d'accord, mais sous condition. Sous condition, c'est la question du partage du pétrole. Donc, ça, ensuite, vous avez février 1919, c'est la création du système des mandats. Alors, c'est l'idée qu'on a un problème. Bon, Wilson, grand homme, était aussi un profond raciste. Jamais la ségrégation raciale n'a été aussi forte aux États-Unis que sous la présidence de Wilson. C'est l'époque du film de Griffith, Naissance d'une nation, etc. Donc, Wilson, il n'y a pas de problème. Les jaunes et les noirs, ils ne sont pas vraiment prêts pour l'indépendance. Ce sont des êtres raciaux de second rang. Et d'ailleurs, pour ça que Wilson avait refusé l'égalité raciale au sein de la SDN lors des discussions, ce qui avait traumatisé les Japonais. Donc, on a toujours ce foutu problème pour les Américains. Quelle est la race des Arabes? Parce qu'ils sont browns. Ils ne sont pas blancs. Ils ne sont pas noirs. Ils ne sont pas noirs. En 1916, un tribunal américain avait jugé qu'un Syrien pouvait devenir américain puisqu'il était un blanc sémite. Et comme on avait déjà accepté des sémites européens qui étaient des juifs, on pouvait admettre des arabes sémites. Mais par contre, des caucasiens non sémites ne pouvaient pas être caucasiens au sens que les Américains avaient donné au terme. Donc quand les Indiens sont demandé la nationalité américaine, l'Indien dit non, vous n'êtes pas arien. Alors qu'évidemment, par définition, les Indiens sont des descendants des Ariens. Donc, dans cette question-là, on ne savait pas quoi faire avec les Browns. Et donc, on ne pouvait pas leur donner l'indépendance tout de suite. Mais on ne pouvait pas les mettre sous colonisation, d'autant plus qu'ils étaient quand même dans un système politique qui leur donnait une place forte, qui était le système ottoman. Donc, on a créé un CDD, une colonisation à durée déterminée, qu'on appelle le mandat, où donc pendant quelques années, les pays en question seraient soumis à la tutelle d'une puissance européenne sous contrôle de la Société des Nations, avec cahier des charges d'amener ces gens à l'indépendance. Voilà, donc c'était et ça a assez bien marché. La réussite administrative est assez extraordinaire. Je veux dire, le mandat sur la Palestine a été un échec politique total et une magnifique réussite administrative britannique. C'est à peu près le pont de la rivière Kwai. Et le résultat, c'est que les élites que les Britanniques avaient formées en Palestine et qui n'ont jamais construit l'État palestinien, ils ont formé les États du Golfe.
Les Libanais, les Syriens, les Irakiens, on était dans une situation différente. Il y avait déjà des élites. Je veux dire, quand les Français arrivent à Damas ou à Beyrouth, ils ont en face d'eux des locaux qui sont déjà des ingénieurs, des avocats, des médecins. On n'est pas en Afrique centrale. Il y a des élites et on travaille avec les élites. La meilleure preuve, si on avait fait une enquête, un travail là-dessus, c'était fabuleux, c'est de prendre des photos. Les photos des Français. Vous prenez les photos des Français d'Alexandrie jusqu'à la Syrie, ils sont toujours avec des locaux sur les photos. Quand vous arrivez sur l'Afrique du Nord, ils sont séparés. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, sous le mandat français, un fonctionnaire français, eh ben, il dînait avec son voisin libanais, il jouait en cartes ensemble, et ainsi de suite. Et quand vous aviez un ingénieur français qui était là, il était accompagné d'un ingénieur syrien ou d'un ingénieur libanais, parce qu'ils parlaient la même langue de travail. C'est la différence totale avec l'Afrique du Nord. Parce que là, il y a des élites modernes. Il y a des gens qui sont déjà diplômés d'université. D'où, parfois, on a même des problèmes en Palestine quand il y a des Palestiniens qui sortent d'Oxford et qui ne veulent pas se faire recevoir des ordres d'un sous-fifre britannique qui sort d'une école secondaire. On n'aurait jamais vu ça en Afrique noire, je veux dire. Ça, c'est l'entre-deux-guerres. Ok, bah écoute, je crois qu'on est arrivé au terme. Un grand merci. Et il y a ton livre là, hein, bien sûr.